Une panacée valable pour tous les hommes, écrit Nietzsche à Karl von Gersdorff en avril 1867, c'est la pure chimère. Il faut que chacun soit pour lui-même son propre médecin, mais aussi que par-devers lui il recueille les expériences médicales. Réellement, nous songeons trop peu à notre santé. Ni assez sage n'est notre égoïsme, ni assez égoïste notre sagesse. Voilà. Nietzsche refuse la dissociation du corps et de l'âme, ou de la chair et de l'esprit. C'est une des caractéristiques de la pensée du sain et du malsain, chez lui, chez Nietzsche, cette insistance sur le caractère éminemment psychosomatique de toutes les maladies, qu'il subsume sous le nom de maladie nerveuse. Il appelle ça une maladie nerveuse, ou une névrose. Et il y a de la sorte, du coup, des maladies nerveuses collectives. Le nationalisme, par exemple. Il écrit dans Ecce Homo cette névrose nationale dont l'Europe est malade, ou encore l'antisémitisme allemand, cet ulcère de la névrose nationale. Donc il y a des maladies nerveuses collectives, le nationalisme, l'antisémitisme, et des maladies nerveuses individuelles et même personnelles, qui évidemment ne sauraient prendre de sens qu'au coup par coup. Chaque maladie a son sens, pour chaque personne. Car si la maladie et les souffrances qu'elle provoque, et qui oserait qualifier quelque souffrance corporelle que ce soit de seulement physique, sans nulle relation avec l'âme et les pensées de celui qui souffre, ce que je vous disais tout à l'heure, prend un sens particulier, si la maladie et les souffrances qu'elle provoque prennent un sens particulier, singulier et irréductible pour chaque malade, c'est parce qu'elle participe, cette maladie et ses souffrances, d'une généalogie qui n'est pas seulement celle de son corps, mais également celle de sa pensée. Voilà ce qu'écrit Nietzsche dans Humain trop humain. Il en va de la liberté des opinions comme de la santé, individuelle toutes les deux. On ne saurait pour aucune établir de règle générale, la liberté des opinions et la santé. Ce qui est nécessaire à tel individu pour sa santé est déjà pour tel autre une cause de maladie. C'est ce que constate aussi Georges Canguilhem dans son chef-d'œuvre, Le normal et le pathologique, qui date, c'est notable, donc notez-le, de 1943. Il écrit « En matière de normes biologiques, c'est toujours à l'individu qu'il faut se référer. » Vous savez que Canguilhem, qui était un docteur en médecine, qui, parce qu'il était d'abord un grand penseur, refusa d'exercer, ça c'est aussi également très notable, c'est suffisamment notable pour être souligné, il rejoint évidemment Nietzsche et Artaud dans la déconsidération de l'objectivité scientifique. Pourquoi pourquoi on ne peut pas prendre en considération la soi-disant objectivité scientifique? Il y a à cela de profondes raisons spirituelles qu'on pourrait résumer simplement en disant que le sain et le malsain ne sont pas réductibles à la définition dogmatique et générale, et encore moins universelle, qu'en donne quelque autorité que ce soit. Si le corps et l'âme participent, plutôt que de données soumises à la compilation et au calcul d'un texte, et pas seulement d'un alphabet génétique stérile, puisqu'il ne signifie rien, l'alphabet génétique n'a pas de signification, alors la maladie et la douleur ne peuvent que procéder d'un enseignement. Voilà ce qu'écrit Nietzsche toujours, dans La volonté de puissance. Le chercheur prend plaisir à toutes ses passions mauvaises, à ses mauvais désirs, à ses mauvaises actions. Il tire profit de ses maladies, de ses humiliations. Il laisse la douleur creuser profondément et saute en arrière, d'un bond, dès qu'il tient, Nietzsche souligne tient, la connaissance qu'il cherche. Et quand on lit la correspondance de Nietzsche, on est marqué par la présence constante et presque intolérable de la maladie et de la douleur, dont il ne cherche jamais à se désolidariser. Vous lisez la correspondance principalement du Nietzsche des premières années, il a souffert le martyre. Voilà ce qu'il écrit le 27 septembre 1876, depuis Bâle à Wagner, donc avant la rupture avec Wagner. J'ai avalé ces dernières années, grâce à l'endurance de mon tempérament, douleur sur douleur, comme si j'étais né pour cela et pour cela seul. J'ai largement et très concrètement payé mon tribut à la philosophie qui enseigne cela. Cette névralgie opère méthodiquement, scientifiquement. Elle me sonde pour voir jusqu'à quel degré je suis capable de supporter la douleur. Donc il s'imagine vraiment dans un dialogue constructif pour lui, même si c'est quasiment insupportable, entre la douleur, la maladie et lui-même. Elle me sonde pour voir jusqu'à quel degré je suis capable de supporter la douleur, et cet examen lui prend chaque fois 30 heures.
Donc il a des crises de douleur intense pendant 30 heures, des migraines, des céphalées, des vomissements, etc. Il décrit tout ça dans sa correspondance. Et il continue dans sa lettre à Wagner, « Je dois m'attendre à voir une telle analyse se reproduire tous les 4 à 8 jours. Vous le voyez, c'est la maladie d'un savant. Mais j'en ai maintenant assez, et je veux vivre en bonne santé ou ne plus vivre. » Donc il considère vraiment que le mal dont il est atteint a un sens précis, et lui enseigne quelque chose de précis, il parle de maladie d'un savant, et que c'est à lui de comprendre le sens de ce que lui enseigne sa maladie. Voilà. Ça va donner évidemment toute la prodigieuse pensée de Nietzsche sur la guérison, sur la convalescence, sur le sain et le malsain. C'est-à-dire que Nietzsche ne pense pas le corps comme un objet figé, offert au sain ou au malsain. On ne tombe pas malade comme on déchoirait d'un piédestal qui serait la santé, reconnue collectivement et socialement comme telle. On devient malade parce qu'il en va dans cette maladie qui m'est propre et que nul ne partage, précisément de mon devenir, c'est-à-dire du destin que chacun constitue pour lui-même. Et c'est là qu'il écrit, dans Humain trop humain, « Un peu de santé par-ci, par-là est le meilleur remède du malade. » La phrase que je vous ai citée tout à l'heure à propos de l'hygiène. « Un peu de santé par-ci, par-là est le meilleur remède du malade. » Et ainsi, être malade, pour Nietzsche, est aussi bien un enseignement sur l'art de guérir, voire sur l'art de mourir, si la maladie est incurable. Dans le cas Wagner, donc après la discorde avec le compositeur, Nietzsche écrit « Mon expérience marquante fut une guérison. Wagner n'est qu'une de mes maladies. » Cette conception nietzschéenne du corps et de la santé, et de sa santé, est valable aussi pour son propre corps à lui, Nietzsche. Sa longue et difficile convalescence a consisté à tâcher de rejoindre la vitalité véritable qu'il sentait en lui correspondre à sa si robuste pensée. Il y avait un désaccord entre la santé, la vigueur profonde qu'il sentait en lui, liée à sa pensée, et la maladie et la fragilité de son corps. La convalescence a consisté à faire se rejoindre les deux, par la pensée précisément. Parce que l'artiste, pour Nietzsche, c'est par excellence l'homme en bonne santé. L'art, écrit-il, nous rappelle des états de vigor animal. L'art nous rappelle des états de vigor animal. Il fait donc un rapport entre l'art et l'animalité, la vigueur animale. Il est d'une part la profusion, l'art donc, et le jaillissement de la santé physique florissante qui se répand en images et en désirs. D'autre part, une excitation des fonctions animales grâce aux images et aux vœux de la vie intensifiée, une élévation de la sensation vitale et un stimulant de cette sensation. Ça, c'est la définition de l'art par Nietzsche. Vous imaginez comme on en est loin aujourd'hui, avec les artistes contemporains. Voilà. En revanche, avec un Picasso, avec un Matisse, avec un Rodin, et avec un Balzac, et avec l'immense majorité de tous les grands artistes jusqu'à relativement récemment, on est intégralement dans la définition que Nietzsche donne de l'art. Voilà. On va passer maintenant à un autre grand penseur de la maladie et de la médecine, parce que